Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver sur la RTS. Bienvenue dans le Club des Sports. Autour de moi, le panel d'experts au complet. Arouna Dem, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Joyeux anniversaire, même si c'était la semaine passée. J'espère que Ndaïdom, Tierno et Papa Alassane vous ont amené un bon gâteau d'anniversaire. Ils l'ont fait. Très longue vie à vous, Arouna Dem. Ndaïdom Tchouf avec sa belle tenue. Bonsoir Ndaïdom. Bonsoir Ibrahim, merci. Et bonsoir aux téléspectateurs. À ma gauche, Elhadj Thierno Dramé, bonsoir. Bonsoir Ibrahim, bonsoir à tous. Papa Alassane Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Ibrahim, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà donc le premier tour de table. Ce soir, notre premier thème porte sur le code du sport au Sénégal. Il y a un projet de loi qui est en train d'être préparé par le ministère des Sports. D'ailleurs, il y a une circulaire dans ce sens qui a été envoyée aux différentes fédérations. Comme vous le savez, au Sénégal, depuis 1984, c'est la charte du sport qui encadre les activités sportives et physiques. Et maintenant, il y aura une nouvelle loi dans les semaines, dans les mois à venir. Et parmi les innovations du projet de loi, il y a la création d'un environnement juridique propice à l'intervention des sociétés commerciales pour booster la dimension économique du sport. Ce chapitre, Arouna, a trait au financement du sport sénégalais, qui est une véritable problématique. Au financement et surtout à la professionnalisation. Ouais. Je pense que quand on parle de booster, d'ouvrir un peu, on parle d'ouverture de capital, on parle de création de sociétés, c'est ce qui existe dans le football et dans certaines autres disciplines, mais pas de manière très normée, où il y a quand même une sorte de désordre, pour ne pas dire qu'il y a un vide juridique, parce que la loi qui est mise en œuvre, qui est la charte de 84, ne prend pas réellement en compte ces aspects-là. Et donc, ouvrir cette brèche-là, permettre au football, au sport, que ce soit le basket, le handball ou toutes les autres disciplines sportives, de pouvoir s'inscrire dans ce créneau de la professionnalisation, de la recherche de partenaires, de la sponsorisation, de la création d'entreprises sportives, parce que je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, comme ça se passe dans tous les pays du monde. On pourra, à partir de ce moment-là, trouver les ressources financières nécessaires, ce qui n'est pas jusqu'ici le cas, parce qu'on sait que c'est le football, par exemple, qui est l'exemple, quand même, le précurseur, le domaine où c'est le plus abouti, parce que depuis 2009, on est dans ce qu'on pourrait appeler un professionnalisme, même s'il ne l'est en réalité que de nom. Il vit des poches des présidents de clubs. Et ça, ce n'est pas totalement modèle économique viable. Ce n'est pas ce qui se fait ailleurs. C'est pourquoi, d'ailleurs, on constate que nos clubs sont largués sur le plan africain, même dans la sous-région. Vous aurez quelques exemples de clubs qui, aujourd'hui, arrivent à faire des performances, ce que nos clubs ne peuvent pas, parce qu'ils ne peuvent pas garder leurs meilleurs joueurs pour des raisons financières. Ils ne peuvent pas se structurer, aller faire des compétitions sans l'appui de l'État. Aujourd'hui, un club sénégalais qualifié en Coupe d'Afrique des clubs, qui doit aller jouer, si l'État ne met pas les titres de transport à disposition, on risque de déclarer forfait. Alors que si c'est une société professionnelle, une véritable entité sportive qui s'entoure de toutes les garanties, qui est très professionnalisée, on n'aurait pas eu ces soucis-là. On aurait des sponsors qui accompagnent ce football-là. Et c'est valable aussi pour le basket et pour toutes les autres disciplines. Aujourd'hui, vous voyez la Ligue professionnelle, elle n'a quasiment pas de sponsors. Et pourtant, elle a un produit vendable. Les stades sont de nouveau pleins au Sénégal. Or, qui dit professionnalisation, le premier facteur quand même pour vendre et montrer une image, c'est le public. On a le public aujourd'hui dans les stades. Dans la majorité, pour ne pas dire dans 90% des matchs du championnat aujourd'hui au Sénégal, il y a un public. Ça se joue dans des stades garnis, des pelouses en synthétique pour la plupart du temps, qui sont dans un environnement acceptable. Malheureusement, la Ligue ne peut pas vendre. On ne télévise pas comme il le faut ces matchs-là. Il n'y a pas de droit de télé en réalité. Il y a juste un partenaire avec une télévision qui diffuse un match par week-end. Moi, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on pourra s'en sortir. Et donc, ce cadre juridique qu'on met en place pourra embrasser tous ces aspects-là. Et je pense quand même que c'est bien que le nouveau ministre des Sports, Mme Gaye, ait pris l'initiative d'envoyer cette circulaire-là, parce que ça fait 10 ans, on le dit, on le répète, depuis 2014, il y a ce projet de réforme, de mise en place d'un code du sport qui est là, qui traîne. C'est comme une sorte d'éléphant blanc, on en parle depuis 10 ans, 2014 jusqu'à présent, c'est 10 ans. L'avant-projet
je le répète souvent, j'y ai travaillé à l'époque, Manning a été ministre des Sports, dans le comité qui a travaillé pendant 9 mois sur ce projet, déposé sur la table du premier ministre d'alors, Aminata Touré, qui était à l'époque, c'était en novembre 2014 qu'on a déposé ce projet, et jusqu'à aujourd'hui. Après, il était reparti au ministère des Sports parce qu'il fallait revoir des choses, ça n'a pas été fait. À un moment donné, le comité olympique l'a repris et l'a confié à des personnalités juridiques qui sont spécialisées ces questions-là. Je sais qu'ils ont travaillé, je donne l'exemple du professeur Abdoulaye Sakho qui a travaillé énormément sur ce projet-là. La première fois qu'on avait mis ça, c'était le professeur Farambo qui avait énormément travaillé, le magistrat Ousmane Khan qui était le président du comité à l'époque. Donc 6 ans ou 5 ans, 7 ans après, on a repris le même projet qu'on a redonné au professeur Sakho avec le comité olympique, Maître Seydou Diagne et autres qui ont travaillé sur ça. On est en 2024, le projet n'est toujours pas adopté en Conseil des ministres. Je ne parle même pas de passer à l'Assemblée nationale pour devenir effectivement cette loi que le monde du sport attend. S'il y a une circulaire du ministère des Sports qui demande des retours d'informations, c'est une très bonne chose. Ça veut dire donc qu'on a avancé d'un pas supplémentaire. Et je ne sais pas maintenant, peut-être que les fédérations ont eu le temps de se préparer, parce que quand même, depuis le temps qu'on en parle, toutes ces fédérations, leurs propres projets, ont des structures juridiques qui peuvent les aider à aller très vite dans ce qu'on leur demande, parce que c'est sous huitaine que le ministère, ça veut dire qu'elle a l'objectif d'aller vite. Elle veut avancer rapidement et elle a besoin que ces retours-là se fassent dans un délai très court. Est-ce que tout le monde va mettre ce qu'il faut en termes de contenu pour pouvoir aller rapidement? Ça, c'est un autre débat. D'ailleurs, l'attente a été longue pour le monde du sport, mais là, apparemment, les lignes commencent à bouger, parce que ce cadre juridique-là, c'est quelque chose d'important pour le sport sénégalais. C'est même quelque chose de vital, il faut dire, parce que c'est ce qui permet à un secteur de pouvoir se développer, quel que soit le secteur. Mais ce qui donne espoir, c'est que c'est dans un mouvement d'ensemble, parce que c'est par rapport aux nouvelles autorités qui sont là, l'ambition qu'ils ont de changer beaucoup de choses dans le pays. Et donc le sport en fait partie. Aujourd'hui, que la ministre des Sports ait mis en place et lancé ce circulaire, donc en donnant un délai très précis. Donc ça veut dire que, pour moi, ça veut dire qu'ils ont les choses très claires dans leur tête et qu'ils savent où est-ce qu'ils doivent aller. Donc moi je me dis, j'ai même envie de dire ouf. Parce que ce qui bloquait, c'était cette volonté politique qu'on ne sentait pas trop. Même si, à l'époque du ministre Mbagnick Ndiaye, on a fait les textes et tout, mais je veux dire, au sommet de l'État, on ne sentait pas trop cette volonté de pouvoir faire bouger les choses. Et donc, là, je me dis, peut-être que cette fois-ci, ce sera la bonne. Et s'il y a des délais qui sont assez courts, ça veut dire qu'on va aller très vite. Parce qu'il y a déjà, tout le travail a été fait, j'ai envie de dire. Presque tout le travail a été fait, parce que ce sont ces sommités au niveau du monde juridique qui sont encore là aujourd'hui dans le monde du sport et qui continuent à œuvrer pour que les choses avancent. Donc moi je me dis par rapport à ces textes, s'il y a des choses à apporter, ce ne sera pas beaucoup. Parce qu'on a tellement fait de rencontres, de séminaires, toutes sortes de rencontres pour pouvoir faire avancer les choses, pour donner les éléments, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan marketing, à tous les niveaux, pour pouvoir faire avancer au niveau économique, que ce soit au niveau juridique. La charte du sport est désuète, c'est un constat qui est fait. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans le domaine du sport. J'ai commencé ailleurs avant, mais au Sénégal, c'était encore du divertissement. Et lorsqu'on lit un peu la charte de 84, il était plus question d'organiser un peu la pratique sportive pour le Sénégalais lambda et encadrer tout ça pour qu'il n'y ait pas de débordement, parce qu'on parlait de passion, etc. etc. Mais maintenant, ce qui a évolué, c'est que les sportifs vivent de leur discipline, qu'elle soit collective ou individuelle. Et ça, pour qu'au Sénégal aussi, on puisse vivre, parce qu'il n'est pas... Tout le monde n'a pas la chance d'aller jouer en France, ailleurs, d'aller pratiquer le sport là où on gagne beaucoup d'argent. Mais il faut faire de sorte qu'ici même au Sénégal, ce soit une vraie économie, que les gens qui investissent dans le sport aient retour sur investissement, que ça ne soit pas l'affaire d'une personne qui va continuer à aller racler sa poche, ses comptes bancaires, voire même hypothéquer ses biens
pouvoir financer un club, etc. Donc vraiment, les choses ont beaucoup évolué et il faut que le Sénégal se mette au diapason de ce qui se fait ailleurs. Voyez-vous, Arona a parlé des pays du Maghreb, mais pas plus loin, pas en Guinée. On a vu ce qu'un milliardaire a pu réussir à faire avec un club en Guinée. Après, c'est pas de la professionnalisation, c'est pas un championnat professionnel, mais dans la façon de procéder, je pense que Pape Alassane est mieux placé pour en parler, mais dans la structuration du club, c'est du professionnalisme. Vous voyez, des infrastructures d'abord, des techniciens bien formés, et ensuite aller chercher des joueurs, les mettre dans des conditions, et derrière trouver des moyens de financer le club. Malheureusement, au Sénégal, on n'en est pas encore là. Et je pense que même si le texte est adopté, c'est l'État qui va continuer à encore beaucoup supporter les clubs, etc. Parce que les mécanismes de financement, même si on va demander aux sociétés d'aller sponsoriser un club ou un championnat, etc., derrière, les infrastructures n'appartiennent pas aux clubs. Donc, les clubs auront du mal à générer elles-mêmes des fonds, même si, parce que vous allez louer un stade, même si par ailleurs vous le remplissez, ce n'est pas tout l'argent qui sort de ce stade-là qui vous appartient. Vous voyez. Alors que pour un club de football, de basket... Mais l'environnement, pour l'État met en place cet environnement. Exactement. On espère en tout cas, l'environnement peut changer. Mais ce qui est important, aujourd'hui, bon après, si, j'ai l'habitude de dire, hein, en termes de sponsoring, vous prenez une société de Paris au Sénégal, une société nationale, elle est capable de financer tout le sport sénégalais. C'est ma conviction. On a vu les chiffres d'affaires. Parlez de la LONASE. Voilà, c'est vous qui... C'est pas de la pub, vous prenez la responsabilité. C'est pas de la pub, effectivement. Donc, si maintenant cette société-là et d'autres encore investissent dans les championnats et que derrière, qu'il y ait des revenus, les clubs peut-être auront l'ambition de construire des stades, etc., etc. Donc, c'est tout un mécanisme. Mais ce qui manquait, c'était justement le cadre juridique, comment dire, la braise qui va mettre un peu le feu dans le bon sens du terme pour permettre au Sénégal de pouvoir avancer, en tout cas de faire un grand pas vers le professionnalisme. Pape Alassane, le Sénégal est un grand pays de sport et de sportifs. Ce code du sport-là vient à point nommé, on peut le dire ainsi, même si le texte n'a pas été encore voté et tout. Et quand même, au vu de l'environnement économique dans les différents sports, pas seulement du football, basket, handball, volleyball et tout, je pense que ça peut être une grande nécessité pour les sportifs en général. Mais ça peut être une solution parce que le secteur survit, il ne vit pas. Donc il va falloir essayer de trouver les mécanismes qui vont permettre aux différentes disciplines de pouvoir s'autosuffire. Et pour ça, je pense que le levier le plus important, c'est bien sûr l'argent. L'argent, on dit, c'est le nerf de la guerre. Donc il va falloir, comme l'a annoncé le président de la République, mettre en place un fonds national de développement pour le sport. Et notamment faire en sorte que, tout à l'heure, Thierry, il parlait des sociétés, des entreprises qui pourraient sponsoriser. Mais en quoi je pense que ce serait une très bonne idée de les exonérer, justement, sur le plan fiscal. Ça pourrait être une façon de les encourager. C'est pour ça qu'il y a eu un petit désaccord entre le CNOS et le ministère. Parce que le ministère voulait un fonds et le CNOS une fondation. Mais en fin de compte, je pense que c'est le principe du fonds du sport qui a été retenu. Effectivement, et ça permettrait justement aux clubs, même à d'autres disciplines, de pouvoir un peu avoir de retomber sur leurs pattes, excusez-moi du terme, pour pouvoir continuer à se... Parce que le sport est en train de se moderniser. Ce qui était valable en 84 concernant la charte ne peut plus être d'actualité maintenant. Les sports d'élite, enfin, ils se sont professionnalisés. Donc il va falloir suivre un peu le rythme, suivre le rythme que le monde est en train de suivre, que nos voisins sont en train de suivre, parce que le Sénégal, effectivement, on parle de professionnalisme, mais ce n'est que de nom. On peut pas quand on vit au Sénégal, on ne peut pas vivre que du sport. Je pense que c'est une utopie. On a envie que ce soit le cas, mais à l'heure où on se parle, c'est loin d'être le cas. Donc mettre en place justement un nouveau code qui non seulement va mettre en place un cadre institutionnel, mais juridique, économique, fiscal, pourrait être franchement salutaire.
pour tous les acteurs du sport. Parce que d'ailleurs, même les acteurs le veulent. C'est même pas, le problème, c'est même pas que nous, on en parle ou pas qu'on le veuille, mais les acteurs du sport, les acteurs du sport le sollicitent, le souhaitent. C'est une vieille doléance. C'est une vieille doléance parce que quand on pense que le sport, c'est 1%, c'est ça, du budget. Beaucoup moins. C'est beaucoup moins. C'est même pas 1%. C'est 0,001. Voilà. Je pense qu'il est temps qu'on passe à un peu plus d'1%. Moins d'un zéro, c'est quand même... Alors que la dernière fois, on en parle, mais le sport, c'est quelque chose qui passionne ici au Sénégal. Même à la télévision, ça se ressent. Les programmes de sport sont les mieux suivis. Tout à fait. C'est comme c'est factuel, en fait. Ouais. Donc, c'est anormal que le sport soit... Ça peut amener beaucoup d'emplois aussi. Mais bien sûr, de croissance. En termes de croissance. Dans un pays où il y a beaucoup de jeunes. Absolument. Valoriser les métiers du sport. Voilà, ça également, c'est un aspect qu'il va falloir également mettre en exergue pour que le sport vive un peu de lui-même. Et dans le projet de loi... Allez-y, d'ailleurs. Je voulais juste... on parle des ressources et disons, de l'aspect économique qui est hyper important parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme l'a dit Alassane. Mais moi, je me dis qu'il est adossé également à un aspect hyper important, aussi important que cet aspect économique, parce que cela découle, c'est les relations entre l'État et les privés. Parce que ça a été noté dans la circulaire et dans le document. Parce que c'est de là que va découler les ressources qui vont financer le sport. Cette relation entre l'État et les privés dans le cadre de la cogestion de tout ce qui touche le sport. Donc ça également, c'est un élément important et ça déterminera d'ailleurs l'environnement. L'État va mettre en place un environnement où ces privés vont venir pour investir leur argent et avoir un retour sur investissement. Et c'est ça qui amènera, ma foi, toutes ces ressources qui permettront au sport de se développer dans tous ces secteurs, que ce soit le football, le handball et autres choses. Les infrastructures également. Ces privés vont également intervenir parce que cela ne relèvera plus seulement du domaine de l'État. Parce que ce sont ces privés qui vont peut-être mettre cet argent en collaboration avec les clubs pour pouvoir justement améliorer les infrastructures déjà existantes ou bien mettre en place de nouvelles infrastructures plus modernes et qui permettront justement à ces clubs d'avoir plus de ressources parce que ce ne sera pas seulement la billetterie, mais ce sera une exploitation de ces infrastructures qui amèneront d'autres ressources qui permettront à ces clubs, à ces entités sportives d'avoir une masse d'argent beaucoup plus importante et de pouvoir se développer et d'engager, disons, la structure dans un développement qui va parfois même au-delà de l'aspect purement sportif. Et dans le projet de loi, il est prévu l'introduction de dispositions particulières pour lutter contre le dopage. C'est un phénomène sérieux. Il y a aussi l'introduction de sanctions pénales pour lutter contre les comportements antisportifs et les atteintes à la sécurité des biens et des personnes à l'occasion de manifestations sportives. C'est une demande sociale aussi, au moment où la violence est en train de gangréner le sport sénégalais dans beaucoup de domaines, en tout cas. Le football, la lutte, parfois le basket. Pour la question du dopage, je pense quand même que le Sénégal s'est doté d'une agence antidopage parce que c'est une exigence du comité international olympique dans beaucoup de pays. Récemment, vous avez vu que la Tunisie a été retirée de la liste par l'agence mondiale antidopage. Le laboratoire Tunis n'est plus homologué parce qu'on dit donc ça veut dire quelque part que pour organiser des compétitions internationales, la Tunisie aura des problèmes puisque beaucoup de tests se faisaient à partir de là-bas. Nous, on a une agence antidopage. Je pense que c'est à l'époque le professeur Fallou Cissé d'ailleurs qui l'avait montée et qui avait dirigé cette structure-là. Mais dans les faits, est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il y a beaucoup dans la de lutte, à un contrôle moment donné, avec Alioune Sarr, quand le dopage avait pris ses quartiers, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont dans la lutte, tout le monde savait que les lutteurs étaient dopés. À un moment donné, le CNG a commencé à faire des tests. Moi, j'ai encore souvenance d'un combat de lutte à Dembo Diop, en 2015, où à la fin du combat, les lutteurs, on les a amenés dans les vestiaires de Maris Ndiaye pour des tests antidopage. Et ça avait créé des problèmes. On n'enlève pas non gembe parce que c'est le marabout qui doit détacher. Est-ce que ça se fait toujours? Ben, je ne sais pas si ça continue. En tout cas, il y a une agence antidopage qui avait instauré des tests et on demandait aux promoteurs à l'époque de mettre une caution de 500 000. Les tests se faisaient à Tunis. Le Sénégal a mis en place son propre dispositif pour justement régler cette question-là. Une agence nationale antidopage existe. C'est le professeur Fallou Cissé, comme je l'ai dit, qui l'a mis en place. Et je pense que ça fonctionne encore. À la lutte, à l'époque, Alioune Sarr étant médecin,
Et sachant quelles sont les conséquences sur la santé des lutteurs de ces produits-là, a pris en main cette question-là et on avait en partie commencé à régler. Je sais que dans le football aussi, ça existe. Parce que nos équipes nationales qui jouent, nos joueurs sont contrôlés régulièrement. Que ce soit ici ou hors Ça, du c'est pays. la CAF et la FIFA. Oui, mais la commission médicale de la fédération veille pour ne pas que nos joueurs se fassent prendre. Les clubs sénégalais qui participent, la S-Douane participe à la balle, mais les tests antidopage existent là-bas. Donc c'est un ensemble de choses. Ndiaye me signale aussi qu'aux courses hippiques, Oui, parce qu'il y a eu des dopages. il y a souvent un contrôle antidopage. Donc la structure existe, elle met en place... chaque fédération met en place son dispositif et le comité national antidopage, l'agence nationale antidopage essaie de faire le travail. Mais le souci qui se pose, c'est les moyens. Les moyens avec lesquels on fait ce contrôle-là. Vous avez parlé d'autres questions qui tournent autour de cette réforme qui est voulue. Mais la principale problématique, où que vous vouliez aller, c'est l'argent. Où est-ce qu'on trouve les ressources financières pour professionnaliser ce sport sénégalais-là, pour construire des infrastructures de qualité? Aujourd'hui, vous voyez, le Giraffe qui reçoit à Ngor, le stade de Ngor, c'est un privé qui l'a quasiment mis en place. La mairie est venue après. C'est Rémi Gito, à l'époque où Ngor était en Ligue 2, l'ancien président de qui a mis... Moi, une fois, j'ai fait une interview avec lui, il me dit, moi, j'ai quasiment dépensé 500 millions dans ce stade. Pourtant, un beau matin, parce qu'on est dans un sport qui n'est pas professionnel. Normé. Il n'y a aucune norme. On s'est réveillé, un petit groupe est venu, a dit, on ne veut plus du président, on l'a mis à la porte. Alors qu'il avait des ambitions. Jean-Louis Aulas est président de Lyon depuis combien d'années? Depuis 40 ans au moins. Il a construit un club, il en a fait ce qu'il en a fait. Mais au Sénégal, ça ne peut pas exister. Parce que les patrons du club, c'est des gens qui ne cotisent pas 1000 francs, qui décident et qui peuvent se réveiller un beau matin et dire à celui qui met tous les mois 20-30 millions dans ce club-là, vous dégagez. Ou bien qui vont arriver au stade, le regarder, vous parlez de violence. Des présidents de clubs se font insulter dans nos stades par des gens qui ne donnent pas 1000 francs. Parce que ce qu'ils font, c'est aller au stade, demander au président, donnez-nous les tickets, on est les supporters, on leur offre les tickets, ils viennent au stade. Ou quand ils achètent, c'est un billet de 300 ou 500 francs. Le président qui dépense pour chaque journée de championnat 2 à 3 millions, qui à la fin du mois dépense 20 millions pour payer des salaires et prendre en charge le club. Donc ça lui coûte 30 millions. Parce qu'il n'y a pas un cadre juridique qui le protège, lui, l'investisseur. Il faut que ces investisseurs-là, on les protège pour qu'ils mettent des millions. On a parlé de sponsors. C'est pour ça qu'on parle plus de mécènes. Voilà, on a parlé de millions. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, la Ligue professionnelle n'a pas de sponsor. Quasiment. Ce qu'ils ont, pour moi, ce n'est pas du sponsoring. Ce n'est pas des millions qu'ils mettent. Il y a différents modèles que les gens pratiquent dans le monde. Les Saoudiens ont mis en franc un fonds souverain qui a des milliards et des milliards et qui prend l'argent qui donne au club pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il y a un projet. C'est autre chose. C'est un autre débat. Mais ce qui se passe, regardez, on parle du Bayern Leverkusen aujourd'hui. Bayer, c'est une entreprise qui est dans une ville et qui a créé son club. Le RB Leipzig appartient à une structure. En Angleterre, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont vendu leur stade. Le naming. City appartient, c'est vrai, à des trucs. Le stade n'appartient pas à City. Vous allez à Arsenal. Pourquoi nous, on ne voit pas essayer de copier ce que ces gens-là font pour le faire chez nous? Et si on pense qu'ils sont à des années-lumière d'avance sur nous, mais on va copier ce qui se fait dans la sous-région ou dans les pays qui nous sont proches. Vous allez au Maroc, les clubs professionnels. Aujourd'hui, FC Nouadhibou est capable de s'intégrer en phase de groupe de Ligue des Champions parce qu'il y a un homme d'affaires qui a de l'argent, qui investit dans un club. C'est la même chose qui se passe avec Oloré en Guinée. Et nous, pendant ce temps, les hommes d'affaires qui ont les moyens ne s'investissent pas dans nos clubs. Et nos joueurs qui ont les moyens, on en a parlé la dernière fois ici, ils vont acheter des clubs ailleurs. Non, parce que l'environnement n'est pas sécurisé. On leur permet, s'ils viennent, Sadio Mané vient de me dire, je prends 50% des actions du Casa Sport, on peut se réveiller un bon matin et lui dire, non, Casa, va, tu es de Sédhiou, tu n'es pas de Ziguinchor. Donc, voilà, c'est cet état d'esprit-là qui fait que l'investissement dont on a besoin pour développer notre football, il faut d'abord changer les mentalités de ceux qui sont dans nos clubs, mettre un cadre juridique et un environnement. On parle de défiscalisation. On est dans un pays où, sur beaucoup de choses, l'État défiscalise, fait des exonérations. Sauf dans le monde du sport. Vous allez amener des équipements sportifs dans ce pays-là. Vous devez faire 50 000 escaliers et couloirs pour pouvoir trouver une solution et de le faire entrer. Moi, j'ai vu une association qui a amené un don de matériel sportif pour des handicapés à qui la douane réclame 20 millions. Un don.
on leur réclame 20 millions parce que les gens pensent qu'ils sont venus pour vendre quelque chose. Alors que c'est une quête qui a été organisée en France pour essayer d'aider. Finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini par laisser le truc là-bas et bon, voilà, c'est foutu quoi, en quelque sorte. Ouais. Or, si on a un cadre juridique et un cadre fiscal qui favorise justement ces genres d'investissement-là, mais c'est à l'intérêt, au bénéfice de nos pratiquants. Ouais. Les sanctions pénales dont on parle, je pense que ça peut être une bonne réponse à la violence. Ouais. On a vu beaucoup de scènes d'agression, beaucoup de violence dans certaines affiches, notamment au football et à la lutte. Le football, à la lutte surtout, et parfois au basket. Ouais. Là, ce sont les disciplines où on voit le plus de violence. Moi, je dis qu'il était temps que l'État s'implique et que la sécurité au niveau du sport ne se limite pas seulement à mettre des cars de police ou de gendarmerie quand il y a un événement, mais qu'on aille en amont et après. Parce qu'il faut qu'on l'organise. Autant on est en train de légiférer, de normer le cadre, mais également dans ce secteur, il faut que l'État également s'implique. Parce que cela ne relève pas seulement de la fédération. Parce que la violence, elle n'est pas l'apanage du sport. C'est une violence au niveau de la société sénégalaise. Et donc, il faut qu'on fasse un travail de fond pour voir comment régler ce problème. Parce que la violence, on l'amène au stade. On amène cette violence au stade. Les gens viennent pour déverser à la limite leur colère au niveau du stade parce qu'il n'y a pas de normes, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cadre. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Qu'il y ait des policiers, mais les policiers, il y a une limite. Lors de la 22e journée, je crois que c'est le 23e journée, quand Tenguej rencontrait, Djaraf rencontrait Tenguej, c'était encore... C'était la 22e. Et c'était bien encadré au niveau du stade. Parce que moi, le bus de Tenguej est sorti devant moi à l'entrée du stade. Mais quelques mètres après, au niveau du rond-point, le bus a été caillassé. Parce qu'il n'y avait plus de policiers à ce niveau. Donc, il faut qu'il y ait une organisation vraiment beaucoup plus... Je vais me répéter, beaucoup plus organisée, beaucoup plus pointue. Voilà. Que ça soit qu'il y ait une certaine cohérence dans la gestion de la violence au niveau des stades. Parce que ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Ceux qui font la violence, la plupart, c'est des parieurs. Hein. Voilà. Il y a les parieurs, il y a les agresseurs. En fait, c'est un fourre-tout. C'est les agresseurs qui... Voilà, c'est un fourre-tout. Et il y en a qui viennent parce qu'ils profitent. Dans le code de la presse pour appliquer des sanctions pénales. Moi, c'est dans le code du sport, oui. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas seulement de l'apanage de la fédération. C'est l'État. En dehors du stade, mais justement, le code du sport n'intervient plus. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de la 22e journée, parce que la violence est en dehors du stade. C'est parce que c'était bien encadré. On a inhalé beaucoup de lacrymogènes parce qu'il y avait les policiers qui étaient là. Et il fallait réagir d'une certaine manière pour un peu calmer, mais après, ça s'est déporté quelques mètres plus loin, 1 kilomètre plus loin, pour aller... Les gars se sont affrontés là-bas et il y a eu du caillassage. Mais moi, j'ai toujours... C'est pour ça que je dis, il ne faut pas que l'État laisse ça aux fédérations, parce que ça dépasse les fédérations. C'est d'ordre public, je vais dire, parce que c'est une sécurité qui va au-delà. Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas s'il y a un match, mais ils subissent cette violence. Et ça ne les regarde pas, en fait. Ils ne sont pas impliqués. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, il faut protéger les citoyens. Mais mon souci est que lorsqu'il y a une manifestation, parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la manifestation sportive qui est organisée, il y a forcément la sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, on a vu plein de matchs qui ont été reportés parce qu'il n'y avait pas assez de sécurité. Donc la sécurité, elle est déjà sur place. Si les agressions se font en dehors du stade, je veux dire, pour moi, il n'y a pas besoin qu'un code vienne nous dire voilà ce que vous devez faire. Parce que là, on n'est plus dans le cadre du sport. C'est pour ça que j'ai dit. C'est le délit de droit commun. C'est pour ça que j'ai dit, Tcherno, le fait d'introduire cette disposition dans le code du sport, c'est parce qu'il y a un vide. Aujourd'hui, un club organise un match, on dit que c'est le club organisateur qui est responsable de tout ce qui se passe. Les violences se passent en dehors du stade. Le club ne peut pas être sanctionné parce que juridiquement, il n'y a pas de base. Voilà. On va dire que l'organisation, c'est l'intérieur du stade et la sortie du stade. Voilà. Comme Ngor Djaraf organise, une fois que les choses se passent à 500 mètres du stade, on dit où est la responsabilité du Djaraf. Voilà, donc quand on met dans le code du sport, l'autre jour on en a parlé ici, j'ai dit, aujourd'hui, nos barèmes de sanctions ne permettent pas de retirer peut-être des points à un club ou bien d'exclure un club
de la compétition ou bien d'interdire des stades, de stades les supporters. On va prendre Je pense que le retrait des points, l'État n'a pas besoin de s'impliquer. Là, c'est l'organisateur qui doit prendre ses responsabilités. Mais on doit travailler ensemble. C'est une association privée. Dans les règlements de ces fédérations-là, une fois qu'il y aura un code, ils vont devoir prendre certains articles de ce code. Voilà, pour ils vont introduire dans le règlement intérieur. Ou le règlement. J'espère qu'ils ne vont pas arrêter 2 jours qui se battent sur le terrain. On ne va pas les envoyer en Tierno, juste une seconde. Le problème de hooligan en Angleterre, ce n'est pas la fédération qui l'a réglé, c'est l'État. Oui, mais c'est exactement ce que j'avais dit. Parce que l'État a mis en place une loi qui dit que vous pouvez prendre Tierno parce qu'il a jeté une pierre. Le jour du match, il va au commissariat. Aujourd'hui, la fédération moi, je comprends ce que Tierno veut dire, parce que c'est logique, parce qu'on n'a pas besoin d'attendre que les textes soient appliqués pour le code du sport pour pouvoir gérer on va dire la sécurité intérieure. C'est limite, ce n'est même plus dans le, comme il a dit, ce n'est plus dans le cadre du sport. On en avait fait, on en avait parlé. C'est-à-dire, il va falloir juste que les policiers, enfin les forces de l'ordre, sécurisent, mettent des périmètres de sécurité bien au-delà de l'entrée du stade pour faire en sorte que la sécurité règne. Donc c'est très simple. Ça, par contre, je trouve que, bon, il y a un vide juridique, d'accord, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre que le code du sport soit appliqué pour qu'on puisse aller au stade et rentrer chez soi en toute tranquillité. Mais après, si le code du sport vient l'appuyer, vient apporter on va dire des solutions supplémentaires ou bien des raccourcis pour que ça aille plus vite, pourquoi pas. Mais effectivement, je pense que c'est une question tellement délicate qu'on n'a pas besoin d'attendre le code du sport pour cela. En tout cas, c'est un débat intéressant. Les 11 points, on n'a pas parlé de tous les points. Il y a aussi l'utilisation des conventions d'objectifs pour mieux soutenir et orienter les activités des fédérations. En toile de fond, une gestion axée sur les résultats. L'homologation des enceintes sportives destinées à recevoir du grand public. En tout cas, c'est un dossier qu'on va suivre. Et peut-être qu'on reviendra... Même sur ça, on est très en retard. On reviendra sur ça prochainement. En tout cas, c'était ce qu'on pouvait dire sur ce projet de loi qui est en préparation par le ministère des Sports. Il y a une circulaire déjà envoyée aux différentes fédérations sportives ici au Sénégal. On se retrouve dans un court instant pour le second thème du Club des Sports. Le second thème va porter sur la VAR, la vidéo assistance à l'arbitrage, c'est ça? Oui, c'est ça. En Angleterre, Wolverhampton a fait une proposition pour la suppression de la VAR pour la saison prochaine. Et les clubs anglais, les clubs de Première Ligue vont voter le 6 juin prochain pour voir si la VAR sera supprimée ou pas. En tout cas, c'est un débat qui passionne l'Angleterre en ce moment. Aruna Deme, qu'est-ce qui motive ce projet-là de Wolverhampton? De ce qu'ils ont avancé, ils estiment que ça dénature, ça enlève les sensations qu'on vit dans le football et puis que ça crée des injustices. Je pense que c'est le ressenti britannique, la manière de vivre, l'intensité qu'ils ont de vivre leur match qui fait que quelque part, parce que ce qui se passe aussi avec les buts sur le VAR, vous marquez un but, vous jubilez, l'arbitre s'arrête, on attend 2-3 minutes pour vérifier est-ce qu'il y a but ou pas. Bon, on recommence à jubiler. Tout ça, ça dénature un peu l'émotion qu'il y a dans le football, l'émotion que les joueurs ressentent sur le terrain quand ils marquent un but, et l'émotion que le public vit dans les gradins, c'est ça qui est en train de partir un peu, de ne plus être exactement cette sensation, cette suppression-là. Je pense qu'il y a des améliorations qui sont annoncées. La FIFA notamment est en train d'étudier la possibilité de créer des sortes de jokers pour les clubs, les entraîneurs plutôt, qui peuvent demander l'utilisation de la VAR sur certaines actions. Ça se fait au rugby, ça se fait au tennis, au basket aussi ça se fait. Vous avez la possibilité de demander la vérification d'une action ou d'une faute à la VAR. Là, ils sont en train de voir comment créer ce schéma-là pour permettre à les entraîneurs de solliciter l'utilisation de la VAR une fois par mi-temps. Ce qui fait que vous avez deux jokers que vous pouvez utiliser sur une mi-temps.
Je pense que c'est ce genre d'évolution-là vers lesquelles il faut aller. Parce que les injustices qu'on a constatées dans le football quand même par le passé ont été en partie réglées par la VAR. Maintenant, c'est des humains qui interprètent ces décisions-là. Tout à fait. On en a parlé ici, on en débat souvent. Si la VAR avait été aussi juste, Sadio Mané n'aurait pas passé sur le terrain 15 minutes de plus lors de Sénégal-Côte d'Ivoire. Si la VAR avait été juste, Ismaël Sarr aurait eu un penalty dans ce même match-là. Donc vous voyez qu'elle est utilisée, mais il y a des carences. Parce que c'est des hommes, c'est des arbitres qui sont dans le studio, qui regardent les images, qui peuvent se tromper. Qui peuvent aussi se tromper. Dans l'interprétation. C'est pas la VAR qui décide, par contre. La VAR interpelle l'arbitre. Voilà. Que l'arbitre vient voir, mais en Angleterre, ils ont trouvé une formule que moi je trouve meilleure que ce qui se passe, par exemple, en France, en Espagne, ailleurs, où sur chaque action, on demande à l'arbitre de venir voir lui-même. En Angleterre, les arbitres de la VAR vérifient et disent à l'arbitre, continue. Vous avez pris la bonne décision, mais s'il pense que l'arbitre n'a pas pris la bonne décision, c'est à partir de ce moment-là qu'il demande à l'arbitre de venir voir. Mais ce que vous voyez en France, en Italie ou ailleurs, sur chaque action litigieuse, on demande à l'arbitre de venir voir et c'est quoi? C'est 2-3 minutes de perdu à chaque fois. Ça prend énormément de temps sur certaines situations, alors qu'on n'a pas besoin de tout ce temps-là. On vient de mettre la saison prochaine, il y aura le hors-jeu semi-automatique. Ça réglera une bonne partie des litiges liés à des... Ça a été adopté en avril. Voilà, c'est limite la ligne et truc. La décision sera prise très rapidement et on perdra moins de temps parce qu'il y a des matchs où la VAR interrompt le match pendant 5 bonnes minutes pour vérifier un petit rien de tout. Et ça, c'est un problème. Et peut-être c'est ça qui pousse les Anglais justement à se demander l'utilité de la VAR parce que les erreurs qui persistent décrédibilisent quelque part. Parce que l'arbitre de la VAR vient dire à l'arbitre, viens regarder. Mais dans 98% des cas, ce qu'on constate, c'est que même s'il n'y a pas faute et que l'arbitre avait laissé jouer, dès que la VAR l'appelle, il signale la faute. C'est rare. En Angleterre, en France, lors de la dernière déjuge l'arbitre principal, alors qu'ailleurs, on lui demande de venir voir et de prendre une décision. Voilà, mais lors de la dernière journée, le multiplex que j'ai regardé la dernière journée en championnat de France, on a vu 2 actions où la VAR, l'arbitre prend une décision qui est la bonne, la VAR lui demande de venir regarder, parce qu'ils estiment qu'il y a faute sur des pénaltys, l'arbitre vient regarder et maintient sa décision. Et ça, c'est très rare dans le championnat de France. Alors qu'en Angleterre, c'est différent. C'est une autre perception qu'ils ont du football. D'ailleurs, on pensait qu'avec la VAR, il y aurait moins d'erreurs. Mais ce n'est pas le cas. En février, la Première Ligue a sorti des chiffres. Sur 57 interventions, il y a eu une vingtaine d'erreurs dans le championnat anglais. Est-ce que ce n'est pas ce qui est à l'origine de toutes ces critiques-là? Bien sûr, il y a eu de la frustration. Les arbitres ont le temps de regarder les images, d'interpréter. Donc il doit y avoir moins d'erreurs. Justement, tu as dit le mot, on interprète. Alors ça reste humain. Même s'il y a la technologie, c'est l'arbitre qui donne son avis, qui a le dernier mot. Et ça, c'est la décision humaine. Par rapport dans quel état d'émotion se trouve l'arbitre, parce que parfois, quand il s'agit d'aller voir la VAR, souvent c'est sous pression. Et il y a des équipes qui sont très fortes sur ça, qui savent mettre la pression sur l'arbitre pour lui demander justement d'aller voir cette VAR. Et donc, je vous dis, c'est justement cette interprétation qui amène aujourd'hui toute cette frustration, tous ces jugements qu'il y a sur l'arbitrage et qui pousse certains clubs et certains entraîneurs et certains dirigeants même, que ce soit des présidents de clubs, à remettre en cause tout cela. Mais je pense que la technologie, quand elle vient, c'est pour améliorer. Et c'était ça l'objectif, d'ailleurs, en adoptant cette VAR. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des insuffisances, il y a des manquements. Donc, certainement qu'ils vont voir comment améliorer cela. Mais je ne pense pas qu'on aille dans le sens de supprimer totalement la VAR, parce que quand même, ça a apporté quelque chose dans la lecture, justement, de ces fautes qui échappaient parfois aux arbitres, parce que comment ça s'appelle encore, dans le direct, dans le feu de l'action. Dans le feu de l'action, ça peut échapper à l'arbitre, même au trio arbitral parfois. Et donc, cette VAR permet un peu d'avoir un œil, un peu comme nous les journalistes, quand on est sur le terrain, il nous arrive de voir certaines choses, peut-être que les arbitres ne voyaient pas, parce qu'on est dans une position qui nous le permet. Aujourd'hui, la VAR, effectivement, est cette 4e œil, je vais dire, parce qu'il y a les 3 arbitres,
et qui permet un peu d'avoir ce recul et d'être un peu loin du théâtre des opérations et d'être loin de ses émotions, qui permet d'avoir cette lucidité pour attirer l'attention de l'arbitre central sur ses erreurs. Mais bon, les enjeux sont tels que parfois les gens deviennent fous, entre guillemets, quand il s'agit de raisonner. Et donc, je pense qu'au niveau de l'Angleterre, il y a trop d'enjeux au niveau de la Premier League. Aujourd'hui, Wolverhampton porte ce projet-là et de pouvoir avancer également dans ce domaine. Mais je pense que c'est une technologie qu'il faut voir un peu comment mieux améliorer cela et garder, parce que quand même ça a apporté quelque chose dans la gestion des parties pour ce qui est du football. Vous avez parlé tout à l'heure des voix fortes qui ont critiqué la VAR. Parmi ces voix, il y a celle de Jürgen Klopp, le désormais ex-coach de Liverpool. Dimanche, il a parlé de la VAR, disant qu'il est contre. Et il voterait, s'il avait la possibilité, il voterait contre... il voterait pour la suppression de la VAR. Un coach comme Mika Arteta dit qu'il y a des choses à revoir. Pochettino lui dit qu'il est pour la VAR. Les uns sont pour, d'autres sont contre. Mais est-ce que ce projet de Wolverhampton a des chances de passer en Angleterre? Bon, enfin, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est pour le cas de Wolverhampton, Wolverhampton est différent de Chelsea, de Manchester, de Liverpool, parce que Wolverhampton est un des clubs traditionnels où les supporters sont encore actionnaires. Et ce qui a amené en réalité cette volonté de faire voter justement la suppression de la VAR, c'est parce que eux, en 6 ans, depuis l'instauration de la VAR, il y a eu une vingtaine de décisions qui leur ont été défavorables. Et si la décision vous est défavorable, c'est qu'elle est favorable à votre adversaire. Donc ça fait partie des choses qui les ont poussés. Et cette année encore, il y a eu des situations où la VAR a été, selon les supporters de Wolverhampton, il y a eu des situations qui auraient dû leur être favorables, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Donc tout ça a fait qu'à un moment donné, ils se sont dit, voilà, on en a marre, il faut que ça s'arrête à un moment donné. Et donc, ils ont effectivement voulu introduire ce projet-là au niveau de la Première Ligue. Mais ce n'est pas seulement le sujet qui est à l'ordre du jour. Ouais. Ça aussi, c'est important de le préciser. Mais d'une certaine manière, on peut les comprendre. Parce que tout à l'heure, on parlait de... on en parlait. L'interprétation en fait, qu'on fait de la VAR en Angleterre est différente de ce qu'on fait en France ou ailleurs. Parce qu'en Angleterre, en général, lorsque la VAR appelle, c'est pour confirmer souvent la décision de l'arbitre, la première décision de l'arbitre. Alors qu'en France ou ailleurs, par exemple le cas du Sénégal, il en a parlé, si la VAR était intervenue, je pense qu'il y aurait eu pénalty. Je pense que la VAR est intervenue, mais la première décision de l'arbitre a été maintenue. Et souvent, en général, lorsque vous regardez la CAN et tout, en général, lorsqu'on appelle l'arbitre, c'est... Voilà, finalement, c'est soit pour confirmer sa décision, soit pour... mais en général, c'est pour confirmer. S'il y a pénalty... Mais en Angleterre, par exemple, l'interprétation est différente. Parce que l'arbitre peut siffler ou décider de ne pas siffler. La VAR va checker, mais en général, on le met à l'aise. Donc, malgré l'utilisation de la technologie, l'humain reste encore au centre. Parce que c'est l'humain qui décide de ce qui va se passer, en fin de compte. Et malheureusement... Aujourd'hui, l'impression qu'on a, c'est qu'on se trompe autant avec la VAR que quand il n'y avait pas la VAR. Donc, en fin de compte, si on pèse le pour et le contre, le débat se pose. Et vous allez, par exemple, dans des pays comme la Suède, il n'y a pas de VAR. Ils l'ont supprimé. Ils l'ont supprimé, et ça continue de très, très bien jouer. Il n'y a pas eu de problème. En plus de la VAR, il y a un autre outil comme la Goal Line Technology. Vous allez en Espagne, ils ne l'utilisent pas. Même s'il y a une décision quand même assez bizarre lors du classique. Mais l'Espagne, c'est pour une raison financière. Pour des raisons... Ils ne veulent pas payer les 3 millions. Ils disent des raisons financières, mais bon, après, c'est... Encore que la Goal Line Technology, quand même, me paraît plus pertinente que la VAR. Donc vraiment, c'est un gros débat qui est là. Mais moi, j'ai toujours été contre. Hein. Je pense que ça, tout le monde le sait. Tout le monde moi, je l'ai senti. Mais moi, par contre, je vais prendre le contre-pied de tout le monde. Moi, je suis pour la VAR. En fait. Non, moi, attends, je comprends pas. On était vous vous souvenez, lors du match Sénégal-Colombie en Russie, il y a eu penalty sur le tacle de comment il s'appelle encore?
Non, c'était pas Yepes. Ancien défenseur de Tottenham. Sadio Mané. Mais l'angle que la VAR a donné à l'arbitre, il ne pouvait jamais siffler penalty. Alors qu'il y a, on dit, dans chaque dispositif, c'est au moins 8 caméras, plus maintenant les caméras du match. Donc, en gros, à la Coupe du Monde, il y avait 32 caméras dans chaque stade. Si on vous propose un plan, mais c'est sûr que vous n'allez pas prendre la bonne décision. Et si on continue d'agir comme ça, mais il y aura toujours des erreurs comme ça. C'est pour ça que moi je dis, moi je préfère me conformer. C'est un problème de caméra, c'est tout. Alors, c'est l'arbitre les deux choisit. C'est la décision de l'arbitre VAR. Donc moi je préfère qu'un arbitre se trompe de bonne foi qu'un arbitre qui a toute la technologie pour l'aider, mais qui ne l'aide pas en fin de compte. Donc, le tacle sur Sadio Mané, je pense que c'était Davinson Sanchez. Non, je pense que c'est Yerimina. Yerimina, il marque le but de la tête. C'est Davinson. Pourquoi vous êtes pour la VAR? Moi, je suis pour la VAR parce que moi, je pense qu'on est en train de faire entre guillemets un petit faux procès. Parce que quand on m'explique qu'il y a autant de bonnes décisions avant la VAR qu'après l'adoption de la VAR, je ne suis pas d'accord. Les gars, c'est les faits. Non, mais non. Parce que dans chaque... En fait, c'est parce que c'est comme le train qui arrive en retard. On se souvient de ça. On retient ça. Mais il y a tellement de décisions qui ont été ajustées, qui ont été prises de la bonne manière parce qu'il y a eu l'intervention de la VAR. Mais moi, je pense que la VAR n'intervient que sur 4 points. Et c'est pas partout, d'ailleurs. Oui, justement. Donc, sur ces 4 points-là, penalty, carton rouge, les deux autres, j'ai oublié. Mais c'est des faits légers importants dans le match. Oui, mais d'accord. Mais moi, je pense qu'on fait un faux procès à la VAR. Pourquoi? Parce que le problème, c'est pas le concept VAR, le problème. C'est l'arbitre. Parce que celui qui a en visio l'image et qui parle à l'arbitre central, c'est un arbitre comme l'autre. Et c'est lui qui se dit, est-ce qu'il y a matière d'appeler l'arbitre central pour qu'il vienne ou pas? Donc c'est un problème humain, avant que ce soit un problème de la VAR. Parfois, il peut ne pas appeler volontairement. Parfois, il peut ne pas appeler volontairement. Et c'est pas le problème de la VAR. C'est pas à cause de la VAR. Si, effectivement, on reprend l'exemple c'est l'utilisation qu'on en fait en réalité. C'est ça le problème. C'est l'interprétation. Mais si la VAR est utilisée à bon escient, mais c'est parfait. C'est parfait parce que l'humain... Comment? Mais parce que l'humain ne peut pas tout voir. L'arbitre le tacle sur Ismaël Sarr, tout le monde sait qu'il y a VAR, il y a penalty tous les jours. 10 000 fois. Tous les jours. Mais pourquoi? C'est l'arbitre VAR qui a été mauvais. C'est pas le VAR qui est mauvais. C'est parce que c'est lui qui a décidé. Je pense que l'arbitre central n'a pas pris ses responsabilités. Mais non, parce qu'en fin de compte, le dernier mot lui revient. Mais on l'a pas appelé. Il n'a pas été interpellé. L'arbitre central ne siffle pas. Ce qui est logique. Mais la VAR peut l'interpeller. L'arbitre VAR aurait dû lui dire venez, monsieur l'arbitre, venez regarder les images. Et ça n'a pas été le cas. Il a dit vous avez pris la bonne décision. Ça veut dire que l'arbitre VAR n'a aucune utilité. Si ça avait été le cas, tu aurais été très content de la VAR. En tant que... je sais pas. Du premier coup, on savait qu'il y avait pénalty. Oui, mais voilà. Mais d'accord, oui, il y a pénalty. L'arbitre, moi, je pense qu'il y a... Pour revenir sur cette action-là, pour en terminer, c'est parce qu'il y avait une réparation. Moi, je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas eu carton rouge sur le carton de Sadio Mané. J'avais même dit pendant le commentaire, si l'arbitre... Il avait donné le carton rouge, il doit... Voilà. Et s'il y avait eu rouge sur Sadio Mané, il y avait eu donc pénalty. Et l'arbitre VAR aurait... Mais je pense que c'est un problème d'interprétation, d'abord de l'humain, lui-même qui est en face, qui est un arbitre comme l'autre, l'arbitre central. Donc voilà, mais je pense que s'ils le font, s'ils votent la suppression de la VAR, ils vont le regretter. Parce qu'avant, on critiquait l'arbitrage. On a peut-être critiqué l'arbitrage pire que ce qu'on est en train de dire sur la VAR. Après, la VAR est venue comme une solution. Là, je pense qu'il y a dans tout ce qu'on met en place pour améliorer les choses, il y a un moment d'évaluation. Et on a vu à la Coupe du Monde féminine ce qu'ils ont appelé la sonorisation, les conversations de l'arbitre. Moi, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Les arbitres, ce qu'ils se disaient, le stade, quand les arbitres sifflaient quelque chose, ils s'arrêtaient. Dans tout le stade, on a fait le check, il y a telle et telle décision qu'on prend parce que telle. Comme ça se passe au rugby. Le staff technique des équipes de rugby, ils entendent ce que les arbitres se disent. Et ça, vous avez vu qu'au rugby, il n'y a pas de contestation. Mais justement, c'est un sport où les gens ont réglé tout le problème de conflit, une mauvaise interprétation. Non, dès que les gens ne comprennent pas quelque chose, on va regarder à l'écran, l'arbitre parle, tout le monde, les deux staffs l'entendent, parce que chaque staff est connecté. Et puis les choses avancent. Je pense que c'est ces évolutions-là qu'on doit introduire pour essayer d'améliorer l'utilisation de la VAR. Parce que pour moi, c'est un bon système. Le problème, c'est l'utilisation. Il y a la possibilité que l'arbitre parle et qu'on l'écoute. Mais le constat aussi, c'est que
lorsque l'arbitre va regarder la VAR, l'image n'est pas projetée. Je me dis que si on doit aller vers les améliorations, on peut dire, désormais, on va projeter l'image au niveau de la tribune. Parce que ce qui se passe... Vous avez sur le banc, aujourd'hui, l'entraîneur, il a sa tablette. Donc, il regarde le match en direct. Lui ou ses assistants, en général. Il regarde le match en direct. Donc, lorsque toi, tu es chez toi, tu regardes le match à la télé, tu vois un peu les séquences de la VAR qui défilent, eux, ils le voient en même temps. Donc, eux aussi ont leur propre interprétation. Absolument. Et si on veut mettre fin à la polémique, pourquoi, justement, ne pas projeter l'image que tout le monde voit en même temps justement, dans la Coupe du Monde féminine, quand on checkait une action, elle passait dans le stade et l'arbitre est communiqué avec l'arbitre de la VAR et tout le stade entendait et voyait les images. Et on disait, moi, il y a un match du Maroc que j'ai regardé, il y a une poussée, on marque le but, l'arbitre, la VAR appelle l'arbitre, l'arbitre au moment de regarder, et revient sur le terrain, il fait comme ça, il dit, il a poussé dans le dos. Et l'image était visible dans tout le stade. Dès que l'arbitre a annulé le but, tout le monde a compris, c'est la poussée dans le dos. Et elle est revenue pour dire, il a poussé dans le dos. D'où mon avis selon lequel il faut améliorer la VAR, il faut aider la VAR, mais il ne faut pas la supprimer. Parce que si on supprime la VAR, ça va créer d'autres problèmes. Le football est allé trop vite. Comment on jouait sous Pelé? On ne joue plus maintenant de la même manière dans les années 2000. Il y a des Mbappé, des Vinicius qui vont tellement vite. Tu peux même plus siffler hors-jeu de façon... vraiment en étant sûr. Donc il faut qu'il y ait la VAR pour venir aider les il nous reste, chers amis, 3 minutes. On va y aller rapidement. 30 secondes, 45 secondes à chacun. Il y a Harry Maguire, le défenseur de Manchester United, qui fait une proposition. Lui dit qu'il est pour la VAR pour la saison prochaine, mais seulement sur les situations de hors-jeu. Ça peut peut-être couper la poire en deux en Première Ligue. Ça vous paraît plus soft? Moi, je pense que le plus important pour la VAR, effectivement, il y a beaucoup de buts annulés, acceptés ou refusés avant la VAR pour des hors-jeux qui n'existaient pas. On se souvient tous de Barcelone-Chelsea du temps de Drogba, où Barcelone a commis 50 pénaltys dans un seul match et 0 sifflé par l'arbitre. La course-poursuite de Balak. Donc, tout le monde s'en souvient. Donc, si on dit qu'on ne s'appuie que sur ça, les pénaltys, on a fait quoi? Moi, je pense que sur les pénaltys et les positions de hors-jeu, on doit pouvoir travailler sur la VAR. Maintenant, avec le hors-jeu semi-automatique, ça règle une bonne partie. Par contre, c'est sur les décisions sur les cartons rouges. Parce qu'on a vu des matchs où des arbitres donnent des cartons rouges après intervention de la VAR, alors qu'en réalité, ça ne se justifie pas. Vous voyez en Angleterre, l'arbitre attend un joueur qui prend un coup énorme, il attend que les soigneurs terminent. Si le joueur ne peut pas reprendre, et qu'on sait que cette faute-là, c'est elle qui... C'est un tacle assassin, par exemple, c'est à partir de ce moment qu'il donne le carton rouge. Mais ailleurs, vous venez, vous prenez faute, carton jaune, vous partez, après le joueur sort, celui qui a commis la faute, parce qu'on sait qu'il y a des défenseurs qui font exprès de faire certains types de fautes pour intimider ou pour casser leurs adversaires. Moi, je ne suis pas pour. Je pense que les pénaltys... Moi, je ne suis pas pour parce que ce n'est pas le seul fait de jeu important dans un match. On a parlé des cartons rouges. S'il y avait la VAR, si on remonte l'histoire, Schumacher aurait eu un carton rouge. Face à la France, le gardien but sur Battiston. Il aurait un carton rouge. Donc, il y a des faits importants sur lesquels la VAR devrait intervenir. Je pense qu'il faut qu'on pousse la réflexion davantage pour pouvoir couper la poire en deux. Peut-être utiliser le joker sur certaines actions. L'arbitre devrait intervenir parce qu'il y a des actions sur des cartons rouges, parce qu'il y a des défenseurs comme l'a dit Aaron qui sont tellement viciés qu'ils peuvent faire une faute sans que l'arbitre central ne le voie, mais avec la VAR, on peut voir cette faute. Et il y a également les buts litigieux. Le but peut franchir la ligne, mais sur la rapidité du ballon, on peut ne pas le voir. Je veux dire, il y a des actions sur lesquelles la technologie peut intervenir pour permettre à l'arbitre d'avoir plus de précision et de mieux prendre sa décision. Mais ça ne peut pas se limiter seulement au hors-jeu, même si le hors-jeu, parfois, ça peut faire basculer un match, c'est un fait de jeu important. Les hors-jeux, les attendent que l'action se termine. Bon, moi, je pense que si la VAR doit être maintenue, malgré tout, il faut, pour moi, une chose qui me paraît extrêmement importante, c'est qu'on dise qui doit prendre la décision en fin de compte. Est-ce que l'arbitre de la VAR dit à l'arbitre, il y a faute, il faut siffler, ou est-ce que c'est à l'arbitre
de regarder et de prendre sa décision en toute responsabilité. Parce qu'actuellement, c'est l'arbitre qui prend la décision, c'est pas la VAR. Oui, mais c'est pas partout pareil. C'est pas comme je l'ai dit. Non, dans le règlement VAR, c'est l'arbitre. La formation qu'on avait faite avec Malandiédou à la Maison de la Presse l'année dernière, c'est l'arbitre qui prend, dans les règles, c'est l'arbitre qui prend la décision. Parce que lorsqu'on va... Même s'il est influencé, c'est lui qui prend la décision. À chaque fois que la VAR est intervenue, c'est souvent pour déjuger l'arbitre. Donc il y a déjà cette question-là. Ensuite, moi je ne suis pas d'accord. On ne peut pas limiter la question sur les hors-jeux. Et puis même limiter, nous dire à quel moment la VAR peut réellement intervenir. Parce que je dis ça parce que vous vous souvenez de la Coupe du Monde U17. Le match entre je pense c'est le Burkina et la France. Le Burkina marque 4 minutes après, on rappelle l'arbitre pour dire, bon, écoutez, il faut que tu revoies, finalement, le but est annulé. Ou en tout cas, il y avait pénalty. Il y avait une faute au départ. Après. Donc, c'est sur ces séquences-là, limiter le temps d'action, définir clairement qui doit prendre les décisions. Et puis, bon, pour moi, élargir, si c'est possible de le faire. Encore que le football doit Même rester... si le projet ne passe pas, le projet de Wolverhampton, vous êtes d'accord qu'il y a des améliorations à faire sur l'utilisation de la VAR? Les améliorations, c'est très simple. C'est justement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, donner la possibilité au coach, s'il y a vraiment un litige et que la VAR n'intervient pas, de demander un challenge, comme on fait dans les autres sports. Mais je pense que ça va régler le problème. Parce qu'il y a la lutte chez nous. Voilà, voilà. En plus, c'est même pas, on voit que ça n'a même pas coûté cher, en plus, la VAR à la lutte. C'est vraiment juste un petit dispositif simple. Et aussi, autre chose, pour apporter un peu plus de transparence, c'est parler avec le public, mettre l'image en grand écran, mettre les micros sur les arbitres, que tout le monde écoute pourquoi il a pris telle décision. Mais à la salle, tous les publics ne sont pas pareils. Comment, oui? Tous les publics ne sont pas pareils. Oui, c'est pas pareil, mais en tout cas... Ça aussi, c'est dans le football professionnel. En Ligue des Champions, les gens sont suffisamment professionnels avertis pour ne pas remettre. Parce que juste pour terminer avec Maguire, je veux dire, on n'a pas encore le VAR. La situation la plus importante. Pour moi, même un penalty, siffler ou pas, peut avoir plus d'incidence sur un résultat qu'un hors-jeu. Même sans la VAR, juste pour terminer, même sans la VAR, aujourd'hui, c'est agréable de suivre un match en Angleterre parce que les arbitres, quand ils sifflent une faute, un joueur vient vers eux, il lui explique pourquoi. Vous allez en France, l'arbitre siffle une faute, vous voulez lui parler, il vous tourne le dos, il vous donne un carton rouge. C'est en train de changer. Mais là, ils sont en train de parler quand même. Mais parce qu'ils s'inspirent de ce qui se fait en Angleterre. Les arbitres expliquent tellement que les joueurs ne sont plus agressifs envers les arbitres. Ils sont très corrects. Ils sont plus psychologiques. D'ailleurs, en Angleterre, vous n'avez pas le droit d'aller demander à l'arbitre de faire comme